quelle que soit sa capacité de mémoire et de calcul, ne pourra traiter qu'un nombre fini de cas. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une infinité de nombres premiers. Donc avec l'ordinateur, ce que je vais pouvoir faire, c'est tester quelques nombres premiers, mais je ne pourrai jamais aller jusqu'au bout, puisqu'il n'y a pas de bout. Donc ça, c'est un point extrêmement important, mais j'aurai l'occasion de revenir dessus dans un instant. Deuxième exemple de problème de mathématiques pures, dont on n'a toujours pas la solution, c'est ce qu'on appelle la conjecture de Goldbach, qui est due en fait à Goldbach et à Euler en 1742. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette conjecture de Goldbach? Elle nous dit la chose suivante: je dresse ici dans la colonne de gauche la liste des nombres pairs supérieurs ou égaux à 4. Alors évidemment, encore une fois, cette liste se poursuit jusqu'à l'infini. Donc la liste des nombres pairs supérieurs ou égaux à 4. Et je me rends compte qu'il est toujours possible d'au moins une façon de décomposer ces nombres pairs supérieurs ou égaux à 4 sous la forme de la somme de deux nombres premiers. Par exemple, 10 c'est 3 plus 7, c'est aussi 5 plus 5, et évidemment c'est 7 plus 3, puisque l'addition est commutative. Alors cette décomposition en somme de nombres premiers, en fait, contrairement à l'intuition qu'on pourrait avoir, elle est très facile, très fréquente. À titre d'exemple, le nombre entier 990, qui est donc un petit nombre entier, eh bien, a une centaine de décompositions possibles en somme de deux nombres premiers. Alors y a-t-il, encore une fois, une infinité de possibilités? Est-ce que cette possibilité va jusqu'à l'infini? Eh bien, c'est un problème ouvert en mathématiques. Et vous voyez, notez bien que ce problème a été soulevé par Goldbach et Euler en 1742, il y a presque 300 ans, et qu'on ne sait toujours pas si, en fait, le problème posé est vrai ou faux. Alors là aussi, comme la même remarque qu'avec les nombres premiers, je peux prendre effectivement un ordinateur, et c'est ce que j'ai fait pour dresser cette liste, bien évidemment, mais mon ordinateur ne me permettra jamais d'aller jusqu'au bout, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de bout. Troisième exemple que je vais vous donner, et vous constaterez, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, que ces problèmes sont très faciles à énoncer, c'est ce qu'on appelle la conjecture de Syracuse. Alors d'abord, pourquoi conjecture de Syracuse? Tout simplement parce qu'elle a été énoncée et popularisée à l'université de Syracuse aux États-Unis il y a quelques dizaines d'années. Alors en quoi consiste-t-elle? Eh bien, vous vous donnez un nombre entier quelconque. Si cet entier quelconque est positif, vous le divisez par 2, ça vous donne un nouveau nombre entier. Et par contre, s'il est impair, eh bien, vous le multipliez par 3 et vous ajoutez 1. Par exemple, si je pars de 4, 4 est pair, donc je le divise par 2, ça me donne 2. Si je pars de 5, 5 est impair, je le multiplie par 3 et j'ajoute 1, ça me donne 16. Et puis vous recommencez avec le nouveau nombre entier. Et la conjecture de Syracuse, c'est que tôt ou tard, éventuellement en ayant comme ça bouclé un très bon nombre de fois, eh bien tôt ou tard, vous arriverez à la séquence 4 de 1 qui se met à boucler. Alors est-ce que, encore une fois, cette propriété d'obtenir rapidement ou pas la séquence 4 de 1 à partir de n'importe quel nombre entier est vraie ou pas? Nous n'en savons rien. Ça aussi, ça a été vérifié par des ordinateurs, donc on est allé très loin, mais encore une fois, aller très loin, ça n'est pas aller jusqu'à l'infini, puisque cet infini nous est inaccessible. Alors juste pour la petite histoire, on a longtemps cru que cette conjecture avait été en fait lancée comme ça dans le monde scientifique par les agents secrets soviétiques. Parce qu'on était à ce moment-là dans le domaine de la guerre froide, et l'idée c'était en fait de mobiliser l'attention des scientifiques américains, non pas sur les armes nucléaires, mais sur des problèmes sans intérêt pour la défense. Alors en fait, on n'a aucune idée de la véracité de cette anecdote, mais je voulais vous la mentionner, parce que c'est vrai que pendant de nombreuses années, beaucoup de chercheurs américains se sont concentrés sur ce problème. Alors, je vais vous montrer deux autres problèmes, si vous le voulez bien, trois autres problèmes, mais sans les détailler très en avant. Il s'agit d'une part de la conjecture ABC. Donc ça, c'est une conjecture d'arithmétique qui a été en fait énoncée il y a très peu de temps, enfin une trentaine d'années, par deux mathématiciens. Et il semblerait qu'un mathématicien japonais, dont le nom figure ici, l'ait résolu l'année dernière, mais on ne sait toujours pas si la démonstration qu'il a faite est correcte ou pas. Et donc je ne la détaille pas, mais enfin si ça vous intéresse, je peux rentrer évidemment plus dans les détails. Alors enfin, deux exemples encore de problèmes ouverts en mathématiques, donc encore une fois, on ne sait pas s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. C'est d'une part l'hypothèse qu'on appelle l'hypothèse de Riemann, qui est une hypothèse assez délicate à expliquer, et qui en fait concerne la distribution des nombres premiers. Enfin, dernier problème ouvert aujourd'hui important, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse du continu, qui est à mon sens le problème ouvert en mathématiques le plus important aujourd'hui, puisqu'il concerne la théorie des ensembles, et que la théorie des ensembles est à la base de toutes les mathématiques, puisque vous le savez peut-être, tous les objets des mathématiques, les entiers, les réels, les fonctions, etc., peuvent s'exprimer en termes d'ensemble.
Alors cette hypothèse du continu, là non plus, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, mais je peux encore une fois m'étendre sur le sujet si ça vous intéresse. Elle a été formulée en 1890 par Georges Cantor, et David Hilbert, au congrès de mathématiques de 1900, considérait lui aussi que c'était le problème le plus important en mathématiques aujourd'hui. Alors, vous voyez dans les quelques problèmes ouverts que j'ai énoncés là à l'instant, vous n'avez vu aucune considération concrète et matérielle. Tous ces problèmes sont évidemment apparemment très très déconnectés de la réalité. Et en fait, il y a pratiquement une seule grande exception, c'est ce qu'on appelle les équations de Navier-Stokes, qui sont des équations qui apparaissent en mécanique des fluides. Et c'est pratiquement aujourd'hui le seul problème ouvert en mathématiques qui ait des applications immédiates, en particulier dans le domaine de l'industrie, puisqu'il s'agit de la mécanique des fluides et par exemple de la conception des aéronefs, des fusées, etc. D'ailleurs, pour la petite histoire, sachez que les équations de Navier-Stokes, leur étude mathématique figure parmi les 7 problèmes du millénaire de la fondation Clay, et que si l'un d'entre vous réussit à résoudre le problème, eh bien, il aura la chance de gagner $1 million. Alors, juste pour la petite histoire, puisqu'il est intéressant aussi de parler des anecdotes des mathématiques, de l'histoire des mathématiques, sachez qu'un des 7 problèmes du millénaire a été résolu il y a quelques années. Il s'agissait de l'hypothèse de Poincaré, et cette hypothèse elle a été résolue par un Russe qui s'appelle Gregory Perelman, et Gregory Perelman a eu une attitude absolument extraordinaire, parce qu'il a préféré la bonne renommée à la ceinture dorée, et a donc refusé $1 million. Par contre, vous, si vous réussissez dans les équations de Navier-Stokes, je vous invite à prendre $1 million. Alors, un point très important là, qui était sous-entendu dans mes propos, c'est l'importance de la notion de démonstration en mathématiques. Puisque je disais tout à l'heure que pour regarder les nombres premiers, pour regarder la conjecture de Syracuse, etc., on pouvait, de Goldbach aussi, on pouvait s'amuser effectivement avec des ordinateurs à voir ce qui se passait. Et j'insiste encore une fois sur le fait que dans tous ces cas-là, on ne peut pas évidemment traiter tous les cas avec un ordinateur, puisque le nombre de cas est infini, alors que les possibilités d'ordinateur sont finies. Et donc, une vérité en mathématiques, ce qu'on appelle un théorème, eh bien, c'est quelque chose que l'on va démontrer. Et ce qui est essentiel dans la notion de démonstration en mathématiques, c'est que cette notion de démonstration, elle contient l'infini. À titre d'exemple, lorsque vous regardez le fameux théorème de Pythagore, que voici, je vous rappelle que le théorème de Pythagore nous dit que dans un triangle rectangle du plan euclidien, le carré de l'hypoténuse Z2 est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ça, c'est un théorème qui a été démontré il y a à peu près 2500 ans. Il y a 50 000 démonstrations différentes. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois que cette démonstration est faite, et là, malheureusement, par rapport aux autres problèmes, elle est absolument triviale à faire, une fois que cette démonstration est faite, eh bien, on a traité, en un seul coup, finalement, tous les triangles rectangles de la création. Dans les nombres de triangles rectangles, il est infini. Et donc, en faisant cette démonstration triviale, eh bien, j'ai traité tous les triangles rectangles de la création. Et donc, il ne faut absolument pas confondre en mathématiques une démonstration et une vérification. La démonstration, elle va traiter tous les cas, l'infinité des cas, alors que la vérification ne se concentrer que sur quelques cas particuliers. Sachant, entre parenthèses, qu'on pourrait se poser la question de savoir si on peut vérifier le théorème de Pythagore, par exemple avec un ordinateur ou d'autres moyens. Eh bien, malheureusement, cela est impossible pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faudrait déjà vérifier le théorème de Pythagore sur un triangle rectangle, par exemple celui que j'ai tracé sur l'écran. Mais la question est de savoir, est-ce que ce que j'ai tracé sur l'écran là est un triangle rectangle? Un vrai triangle rectangle, pas une approximation. Or, de toute évidence, ce n'est pas un vrai triangle rectangle. Ça pour deux raisons. La première, c'est que les côtés ont une certaine épaisseur. Or, en mathématiques, les segments, les droites n'ont pas d'épaisseur. Et la deuxième, c'est quelle garantie ai-je sur la valeur de l'angle droit? Est-ce que j'ai un vrai angle droit ou pas? Je n'en sais rien. D'autre part, même si ce triangle était un vrai triangle au sens géométrique du terme, je ne pourrais pas mesurer ses côtés, puisque ça c'est une leçon importante qu'on retient de la physique, c'est que les mesures sont impossibles à faire avec une précision infinie. On mesure une longueur par exemple 1 millimètre près, ou un nanomètre, enfin jamais avec une précision infinie. Et enfin, si j'avais réussi à faire ces mesures précises, est-ce que je pourrais calculer le carré de manière précise, faire la somme de manière précise? Donc vous voyez, déjà vérifier le théorème de Pythagore sur un triangle rectangle est impossible, mais alors maintenant, quand on note la chose qu'il y a une infinité de triangles rectangles, des petits, des grands, des moyens, des microscopiques, des plus grands que la galaxie, en se mettant en géométrie euclidienne, eh bien vous voyez que la tâche est extrêmement difficile.
Or, lorsque j'ai fait cette démonstration, et tout à l'heure si ça vous amuse on pourra en faire une, lorsque j'ai fait cette démonstration qui est absolument triviale, eh bien je suis sûr que le théorème de Pythagore est vrai pour tous les triangles rectangles du plan euclidien. Alors ça c'est une chose absolument essentielle à retenir. Alors, je disais tout à l'heure, mathématiques pures, un jeu intellectuel, un peu comme le jeu d'échecs. Alors, est-ce qu'on peut, à partir du théorème de Pythagore, s'amuser? Alors oui, on peut s'amuser de la façon suivante. On peut se dire, je vais oublier l'aspect géométrique du théorème de Pythagore, et puis ne regarder, je ne voudrais pas trop descendre, voilà. Je vais regarder juste cette relation x2 plus y2 égale z2. Et puis je vais me poser une question, est-ce qu'il existe des nombres entiers x, y, z qui satisfont cette relation? Alors ça ne sert à rien, vous allez me dire, hein, mais c'est un jeu, comme au jeu d'échecs. Alors oui, la réponse elle est positive, il y a au moins le fameux triplet 3, 4, 5, puisque 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 5 au carré, 9 plus 16 égale 25. Alors, ce genre d'équations, puisqu'il s'agit bien d'une équation, on les appelle des équations diophantiennes. Alors pourquoi diophantiennes? Eh bien tout simplement parce qu'au 2-3e siècle de notre ère, vivait à Alexandrie un mathématicien qui s'appelait Diophante d'Alexandrie, et qui étudiait ce genre de problème. Alors évidemment, pas avec les notations qui sont les nôtres aujourd'hui, mais ça n'empêche qu'il étudiait ce genre de problème, et qu'il avait obtenu déjà des résultats très intéressants, et il savait en particulier que 3, 4, 5 étaient solutions, et il savait aussi qu'il y avait une infinité de solutions, ce qui est très facile à montrer. Alors, Diophante d'Alexandrie, malheureusement, vivait en un temps où l'Internet n'existait pas, l'imprimerie n'existait pas, etc. Et les traités qu'il avait pu rédiger sur ces sujets ont malheureusement été en grande partie détruits. Et malgré tout, une partie de ces travaux est arrivée en Europe au XVIIe siècle, ont été traduits en latin par Gaspard Bachet de Méziriac, et cette traduction en latin est arrivée entre les mains de quelqu'un dont le nom est absolument essentiel en mathématiques et en physique, c'est Pierre de Fermat. Donc Pierre de Fermat, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel puisque professionnellement il était magistrat au tribunal de Toulouse et que pour s'occuper intelligemment il faisait des maths et de la physique. Et il est resté dans l'histoire des mathématiques et de la physique comme un des plus grands noms. À titre d'exemple, vraiment une des bases fondamentales de la physique aujourd'hui, c'est le principe de Fermat. Alors Pierre de Fermat, qu'est-ce qu'il a fait en lisant la traduction en latin des œuvres de Diophante? Eh bien, évidemment, il savait que x2 plus y2 avait une infinité, égale z2 avait une infinité de solutions. Et Pierre de Fermat, il a fait ce que l'on doit faire en général en mathématiques, mais aussi en informatique, c'est de généraliser le problème. Et on se souviendra de ce que disait Jacques Hadamard. Jacques Hadamard, qui était un grand mathématicien du début du XXe siècle, il disait « généraliser pour simplifier ». Alors qu'est-ce qu'il a fait Pierre de Fermat? Donc là on est au XVIIe siècle. Et bien Pierre de Fermat, vous voyez, il a remplacé les exposants petit 2 qui étaient là par des exposants petit n quelconques. Alors pour n égale 0, bon, cette équation visiblement n'a pas de solution, puisque ça fait 1 plus 1 égale 1, donc il y a une impossibilité. Pour n égale 1, ça fait x plus y égale z, c'est une vulgaire addition, donc là aussi il y a une infinité de solutions. Pour n égale 2, on vient de voir qu'il y en avait une infinité. Donc maintenant les cas intéressants, c'est au-delà. n égale 3, n égale 4, etc. Alors Pierre de Fermat a eu l'intuition que cette équation, pour n strictement supérieure à 2, n'avait pas de solution. Mais l'intuition ne suffit pas, il faut, comme je le disais tout à l'heure, je le rappelais, il faut démontrer. Hein, en mathématiques, il faut démontrer. Et alors, l'histoire, j'allais dire presque la légende, raconte qu'il avait gribouillé dans la marge de sa traduction en latin, qu'il avait trouvé une démonstration merveilleuse, mais qu'elle était trop importante, trop volumineuse pour figurer dans cette marge, et que donc il ne la portait pas. Et en fait, ultérieurement, on n'a pas retrouvé trace de cette démonstration. Son fils a publié de manière posthume ses œuvres, et on n'a pas retrouvé sa démonstration. Alors on pense aujourd'hui qu'en fait, Pierre de Fermat, qui était encore une fois, bien qu'un amateur, a laissé son nom dans les mathématiques et la physique, s'est rendu compte très rapidement que sa démonstration était fausse, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas retrouvé. Mais ce que l'on a appelé par la suite le grand théorème de Fermat, qu'on n'aurait pas dû, c'était une usurpation, en quelque sorte, on aurait dû l'appeler la grande conjecture de Fermat, puisque le théorème n'avait pas encore été démontré, eh bien, est passé à la postérité. Donc là, on est au XVIIe siècle, et tous les grands mathématiciens qui ont suivi ont essayé de démontrer qu'effectivement, cette équation n'avait pas de solution pour m strictement supérieure à 2. Et en fait, pendant 3 siècles et demi, eh bien, tout le monde s'y est attaqué. Certains grands noms ont réussi à démontrer quelques cas particuliers. Par exemple, Sophie Germain a beaucoup travaillé sur ce sujet.
Et puis aussi, il faut le reconnaître, beaucoup se sont trompés parce qu'on peut facilement commettre des erreurs extrêmement subtiles sur ce genre de problème. Et il a fallu en fait attendre 1993-1994, donc 3 siècles et demi plus tard, pour qu'un Anglais qui s'appelle Andrew Wiles, Sir Andrew Wiles aujourd'hui, eh bien, réussisse enfin à démontrer qu'effectivement, cette équation n'avait pas de solution pour n plus grand que 2. Alors, évidemment, Andrew Wiles n'est pas parti de zéro pour faire sa démonstration. Il s'est reposé sur tous les acquis des autres mathématiciens des 3 siècles et demi, mais il a malgré tout accompli une performance extraordinaire. Et là, vous voyez, tout ce que je viens de vous raconter là, pourrait conforter ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire que les mathématiques, finalement, c'est un jeu de l'esprit, mais qui ne sert à rien. Parce qu'effectivement, de savoir que cette équation n'a pas de solution pour n plus grand que 2, ne veut pas dire que ce soit d'une grande utilité dans la vie courante. Et d'ailleurs, entre parenthèses, tous les spécialistes du domaine étaient à peu près convaincus de la vérité du grand théorème de Fermat. Et en fait, ce que je suis en train de vous dire n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est vrai que ce théorème ne sert à rien, mais ce qui a été utile et enrichissant dans cette histoire, c'est plus le chemin qui a été suivi pour démontrer le grand théorème de Fermat. Hein, cette démonstration, elle a suivi des trajets extrêmement tortueux. On est sorti du domaine de l'arithmétique, hein, parce qu'on pourrait considérer que x, y, z et n étant des nombres entiers, on va pouvoir faire cette démonstration en restant dans le cadre de l'arithmétique de Zermelo. Mais malheureusement, ça n'a pas été possible, il a fallu sortir de ce domaine-là, rentrer dans le domaine de l'analyse. Et donc c'est le chemin parcouru qui a été intéressant, plus que le résultat lui-même, dont on était à peu près sûr. Alors, pour la petite histoire, ce théorème ne sert à rien, mais quelques-uns des outils qui ont été utilisés pour démontrer le grand théorème de Fermat, eh bien, ont trouvé depuis des applications concrètes. Alors, je le dis très brièvement, vous savez très certainement que la sécurité bancaire aujourd'hui, elle repose sur la factorisation des nombres entiers en nombres premiers. On a parlé tout à l'heure des nombres entiers et des nombres premiers. Si je vous dis 21, tout le monde répond 3 fois 7. On apprend ça à l'école primaire, enfin je ne sais pas si on l'apprend encore aujourd'hui, mais en tout cas de mon temps on l'apprenait. Donc 21, 3 fois 7. Maintenant, si au lieu de vous dire 21, je vous donne un nombre entier de 500 chiffres, pour me faire la décomposition en facteur premier de ce nombre de 500 chiffres, eh bien, malgré la puissance des ordinateurs aujourd'hui, eh bien, vous ne serez pas capable de trouver rapidement la solution. Et aujourd'hui, la sécurité bancaire, elle repose là-dessus. Elle repose sur le fait que décomposer un grand nombre entier en facteur premier, c'est une tâche qui est non pas difficile, mais très lourde au niveau calcul. Et malheureusement, on n'a jamais démontré, au sens mathématique du terme, que c'était une opération réellement difficile. Aujourd'hui, il faut, pour un nombre de 500 chiffres, plusieurs milliers d'années pour faire la factorisation, mais rien ne prouve qu'il n'existe pas une méthode absolument triviale qui permette de faire cette factorisation. Et si par malheur cette méthode triviale est découverte, eh bien, elle mettrait à bas toute la sécurité bancaire aujourd'hui. Et d'ailleurs, bien que peu de gens y croient, on pourrait imaginer, faire un peu de science-fiction si vous voulez, on pourrait imaginer que déjà quelques chercheurs ont réussi cette opération de factorisation rapide des nombres entiers, mais qu'ils gardent évidemment leur découverte pour eux, étant donné les applications malhonnêtes qu'on peut en tirer bien évidemment. Alors, où est l'application concrète de la démonstration du théorème de Fermat? Eh bien, un des outils importants qui a été utilisé pour faire cette démonstration, sans rentrer dans les détails, c'est ce qu'on appelle les courbes elliptiques. Et les courbes elliptiques, eh bien, elles ont permis depuis de trouver une nouvelle façon de faire de la cryptographie beaucoup plus économique et beaucoup plus sûre. Donc ça, c'est un point extrêmement important à retenir. Dernière chose avant de sortir de... Alors, je le dirai après. Donc, maintenant, nous allons passer, si vous le voulez bien, aux mathématiques appliquées. Les mathématiques appliquées à la physique, parce que c'est le domaine que je connais le mieux. Vous poser une question? Oui, bien sûr, excusez-moi. Simplement sur l'hypothèse de Riemann, oui. vous pouvez dire 2 mots là-dessus? Oui, alors l'hypothèse, alors je vais revenir si vous le voulez bien sur l'image précédente, enfin, sur la page précédente et donc l'image correspondante qui était ici. Quand on étudie la distribution des nombres premiers, on arrive à une fonction, alors je vais vous la montrer, on arrive à une fonction qu'on appelle la fonction zeta de Riemann, qui est la suivante, c'est la somme des inverses des nombres entiers élevés à la puissance z, z étant un nombre complexe quelconque. Alors cette fonction de zeta, on peut en donner un prolongement analytique qui figure ici, qui est un petit peu compliqué, mais donc on peut faire des calculs. Et l'hypothèse de Riemann, elle est la suivante. Donc voici une représentation dans le plan complexe de la fonction zeta de Riemann. Ce qui est visualisé
en gros, bon, vous savez qu'un nombre complexe, ça a un module et un argument, donc un module, une longueur et puis un angle. Et les couleurs ici, elles visualisent l'angle. Donc en chaque point, ça me donne l'angle correspondant à la fonction de zeta, à la fonction de Riemann en ce point. Et alors, l'hypothèse de Riemann, c'est la suivante. Cette fonction, elle a des zéros, c'est-à-dire des valeurs z où la fonction s'annule. Alors il y a d'une part les zéros triviaux qui sont ici, qui sont les entiers pairs négatifs, donc -2, -4, etc. Et, on le voit très bien sur cette image, il y a des zéros non triviaux qui sont ici, donc les pommes qui sont ici, qu'on voit symétriquement au-dessus de l'écran, qui sont ce qu'on appelle les zéros non triviaux. Et l'hypothèse de Riemann, c'est que tous ces zéros non triviaux sont sur la droite de l'équation x égale 1,5. Donc tous les zéros sont obtenus avec une partie réelle égale à 1,5. Voilà. Alors tout le monde pense que cette hypothèse est vraie, mais on ne sait pas la démontrer. Là aussi, par ordinateur, et c'est comme ça que je l'ai fait cette image, on peut calculer quelques zéros de la fonction zeta de Riemann, mais encore une fois, des zéros, il y en a une infinité. Et donc ce que me dit l'ordinateur, c'est que ça semble vrai, comme ça, à vue d'œil. Mais, entre parenthèses, là, ça semble bien s'annuler, mais est-ce que c'est vraiment zéro? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure pour le théorème de Pythagore, là, les côtés qui n'ont pas d'épaisseur, la mesure des longueurs avec une précision infinie. Bon là, effectivement, avec mon ordinateur, je peux voir que c'est à peu près zéro, mais est-ce que c'est zéro exactement? Zéro à peu près et zéro exactement, c'est pas la même chose. C'est indémontrable par l'ordinateur. Ah oui, c'est pas démontrable. La chose qu'on puisse faire avec un ordinateur, c'est, mais ça j'aurai l'occasion d'en dire tout à l'heure, c'est des expériences en quelque sorte. On fait des expériences, on voit ce qui se passe. Tout à l'heure, je reviens une seconde là, sur le... puisqu'on parle de ces questions, si je reviens une seconde sur le grand théorème de Fermat, évidemment, on s'est amusé à faire des expériences avec les ordinateurs. Imaginons que pour n égale 23 612, je dis n'importe quoi, on ait trouvé un triplé x, y, z qui satisfasse. Bon, ben, ça aurait voulu dire que le théorème de Fermat était faux. Mais tant qu'on ne trouve pas de contre-exemple, on ne peut rien dire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quelques expériences comme ça, mais en notant bien, la chose essentielle, c'est qu'avec votre ordinateur, vous n'allez traiter qu'un nombre fini de cas, alors qu'au-delà, il y en a beaucoup qui vous attendent. Et beaucoup, encore plus même que vous l'imaginez. Donc c'est ça l'hypothèse de Riemann. Oui, excusez-moi. Pour la fonction zeta de Riemann, vous avez dit que c'est la somme des 1 sur n puissance z, c'est ça? Oui, 1 sur n puissance z. Et z, c'est ce qu'on évalue. Enfin, c'est f de z égale la somme des... Voilà. Et en gros, vous avez dit que ce sont tous les réels pairs. Oui, c'est les entiers même, c'est les entiers pairs. Mais ça marche les aussi avec des impairs. Donc -2, -4, -8, etc. Ça marche aussi avec les impairs? Genre non. 1 sur n cube, ça tend à 0? Non. Pas le prolongement analytique. Non. C'est vraiment les entiers pairs négatifs. Alors donc ça c'est un problème ouvert, encore une fois, on n'a pas de démonstration. Les spécialistes du sujet sont à peu près convaincus de la réalité, de la vérité du problème. Mais... Alors donc, je reviens sur donc la présentation. Donc là on vient de voir les mathématiques pures qui ne servaient à rien, entre guillemets. Et puis maintenant on va voir les mathématiques donc, appliquées. Et pour ce faire, on va prendre un exemple concret qui est celui de la physique. Et avant de prendre cet exemple, eh bien, on va rappeler ce que c'est que d'être un physicien. Donc un physicien, qu'est-ce que c'est? C'est un observateur et un arpenteur de l'univers. C'est-à-dire qu'il va regarder et qu'il va mesurer. Alors ça nous rappelle une chose essentielle, je crois, et que je vais exploiter par la suite grâce aux images, c'est que le sens de la vision est un sens absolument essentiel. C'est celui très certainement qui était à l'origine de la curiosité scientifique. Et c'est ce sens avec lequel on appréhende finalement toute la réalité qui nous entoure. Alors, toute la réalité, ou presque toute la réalité, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc, le sens de la vision est essentiel. Nous regardons l'univers, et puis on mesure. Alors, on mesure des températures, des pressions, des vitesses, tout ce que vous voudrez. Aujourd'hui, observer et mesurer l'univers, c'est de moins en moins facile. Autrefois, c'était très facile, entre guillemets, de mesurer et d'observer, mais aujourd'hui, on a des instruments extrêmement lourds pour à la fois observer et mesurer. À titre d'exemple, vous avez très certainement entendu parler l'année dernière, au milieu de l'année dernière, de la découverte du boson de Higgs au LHC à Genève. Entre parenthèses, et je redirai ça aussi tout à l'heure, c'est une vérification expérimentale, alors que la découverte avait été faite dans les années 60 grâce aux mathématiques, mais c'est le sujet un petit peu de l'exposé. Donc aujourd'hui, l'observation et la mesure de l'univers sont des opérations très compliquées. Et donc ce fameux LHC, il faut savoir que c'est un tunnel qui fait 27 km de circonférence. À l'intérieur de ce tunnel, vous avez donc un tube vide
enfin avec un vide très poussé qui fait lui aussi 27 km de circonférence. Et sur cet anneau, vous avez un certain nombre de postes de mesure, par exemple Atlas et CMS, et ces postes de mesure pèsent plus de 10 000 tonnes chacun. Et 10 000 tonnes, il faut savoir que c'est plus que le poids de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est 7 500 tonnes. Donc aujourd'hui, vous voyez, faire de l'observation et de la mesure en physique, c'est pas aussi trivial qu'on pourrait l'imaginer. On verra quand même qu'aujourd'hui, on peut faire de la physique plus économique, si vous voulez, mais la physique importante, c'est la physique de la connaissance de l'univers. Et c'est malheureusement cette physique qui demande des instruments qui sont absolument démesurés. Alors, la physique aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en fait, en gros, de 8-10 puissance 26 mètres qui est l'univers observable, mais peut-être au-delà. Peut-être au-delà, tout simplement parce que des théories mathématiques, de physique mathématique très avancées, laissent supposer que l'univers que l'on observe n'est pas unique. D'une part, que notre univers peut être infini, mais encore une fois non unique, et par exemple accompagné d'univers parallèles, entre guillemets, en nombre éventuellement infini. Et ça, c'est encore une fois un sujet d'étude mathématique et physique. Alors donc le physicien s'intéresse à l'univers dans son intégralité, il s'intéresse au fonctionnement des étoiles, il s'intéresse au système planétaire, il s'intéresse à ce que j'appelais tout à l'heure la mécanique des fluides, donc le déplacement des aéronefs ou le comportement des nuages, il s'intéresse au relief des planètes, au relief de la Terre, il s'intéresse aux formes naturelles, par exemple les formes de coquillages, il s'intéresse aux atomes. Vous avez par exemple ici une représentation de l'atome d'hydrogène, s'intéresse évidemment aux particules élémentaires, et là on arrive à 10 puissance moins 19 mètres. En gros, c'est la longueur qu'on sonde sur le LHC à Genève. Et donc, je rappelle que pour accéder à 10 moins 19 mètres, il faut une machine qui fait 27 km de circonférence et qui pèse des dizaines et des dizaines de milliers de tonnes. Bon, malheureusement, la physique ne s'arrête pas là. La physique, aujourd'hui, elle s'arrête à 10 moins 35 mètres, ce qu'on appelle l'échelle de Planck. Et vous voyez qu'entre 10 moins 19 mètres et 10 moins 35 mètres, il y a beaucoup d'ordres de grandeur. Et malheureusement, ces ordres de grandeur, on ne peut pas les combler aujourd'hui par des moyens technologiques. Puisque déjà, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, pour arriver là, il faut des machines absolument titanesques. Et donc, pour gagner un ordre de grandeur, il faudra des machines encore plus gigantesques. Et donc, pour arriver là, il faudrait en gros la capacité de l'univers. Et donc, comment le physicien va pouvoir combler ce gap très important? Eh bien, c'est peut-être justement grâce aux mathématiques. Et donc, les mathématiques, on va voir dans un instant que ça peut être finalement un instrument d'optique qui va nous permettre d'observer ces distances absolument inimaginables. Alors, quelque chose qui est absolument essentiel à noter, c'est qu'une vérité en mathématiques, ce que j'ai appelé tout à l'heure un théorème, et je vous rappelle qu'un théorème ne porte son nom de théorème que s'il a été démontré, c'est-à-dire que partant des hypothèses, des résultats antérieurs, en suivant un chemin logique, incontestable, vérifiable par tous, qu'on arrive au résultat annoncé. Et un théorème, une vérité en mathématiques, eh bien, elle est éternelle. Le théorème de Pythagore, que j'ai rappelé tout à l'heure, eh bien, ce théorème ne peut pas être remis en cause. Il a été démontré, on est sûr de la démonstration. Eh bien, il était vrai hier, il est vrai aujourd'hui, il sera encore vrai dans 100 000 ans. D'accord ? Il n'en est pas de même en physique. En physique, les vérités, elles sont précaires. C'est-à-dire qu'une vérité aujourd'hui peut demain être une contre-vérité. Et si vous me le permettez, je vous montrerai dans quelques instants un exemple concret de cela. Alors, finalement, à quoi va servir les mathématiques? À quoi le physicien va-t-il utiliser les mathématiques? Eh bien, si vous voulez, je disais tout à l'heure que le physicien, il observait et il mesurait. Donc il regarde et il mesure. Et quand il regarde, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit qu'il y a autour de lui des régularités, des symétries, des choses comme ça. Et il a besoin, pour faire la somme de ses connaissances, il a besoin d'un langage objectif. Et les langues naturelles, français, anglais, chinois, allemand, tout ce que vous voudrez, ne sont pas des langues objectives et non ambiguës. Toutes les phrases qu'on peut prononcer, beaucoup de phrases qu'on peut prononcer dans une langue naturelle sont ambiguës. Or, on ne peut pas se le permettre en physique. Et donc, on va avoir besoin d'un langage qui va nous permettre de regrouper, de formaliser toutes les observations, toutes les mesures qui ont été effectuées. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est de savoir si, comme le disait Galilée, les mathématiques, c'est le langage de l'univers, c'est la langue dans laquelle sont écrites les grandes lois de la nature, ou bien est-ce que c'est tout simplement un outil de compression des mesures? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Prenons un exemple concret, la photographie numérique. La photographie numérique, vous savez qu'aujourd'hui, on utilise des standards de compression, comme le JPEG, par exemple. Et pourquoi est-ce qu'on peut comprimer des images
Tout simplement parce que les images que l'on prend avec des appareils photo ne sont pas aléatoires. Il y a de la régularité. Si je regarde cette scène qui est devant moi, les murs sont relativement uniformes, il y a des chaises qui se reproduisent, il y a des visages, etc. Ça n'est pas le chaos. D'accord ? Et donc, comme ça n'est pas le chaos, comme il y a de la régularité, eh bien, on peut comprimer. Et c'est ce qui se passe en photographie numérique. Et donc, le standard JPEG permet de passer, par exemple, de plusieurs millions d'octets à quelques centaines de mille, voire quelques dizaines de mille. Voilà. Alors, les mathématiques, c'est peut-être ça. C'est peut-être un langage qui va comprimer la mesure parce qu'il y a de la régularité dans les observations. Alors, si vous voulez, la question qui va se poser, c'est de savoir, finalement, et ça c'est, comment il s'appelle, Eugène Wigner qui avait remarqué ça dans les années 60, finalement les mathématiques sont le langage de la physique, mais comment se fait-il qu'elles soient aussi efficaces? Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se fait en physique théorique en particulier, dans les modèles des interactions, l'interaction forte par exemple, l'interaction électrofaible, on se rend compte qu'on arrive, grâce aux mathématiques, à des descriptions absolument ahurissantes de ce que l'on observe, avec une précision tout à fait hallucinante, avec des formules qui dépassent l'entendement. Et la question fondamentale qui se pose, c'est pourquoi cette efficacité des mathématiques? Et du coup, on tombe sur un problème de nature philosophique, c'est de savoir quelle est la nature des mathématiques. Est-ce que les mathématiques, elles sont inventées par le mathématicien, c'est-à-dire qu'il va les créer, les tirer du néant. Alors ne me demandez pas ce que c'est que le néant, on sait rien. Il va les tirer du néant, ça va sortir de sa tête finalement. Ou bien est-ce qu'il est un explorateur, c'est-à-dire celui qui parcourt en observant. Et qui parcourt quoi? Il parcourt un univers platonicien, et puis progressivement, comme un explorateur, autrefois on explorait l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc. Et bien là, on explore ce monde et on découvre. Ou bien est-ce que ça serait éventuellement les deux à la fois? Et moi, personnellement, aujourd'hui, je pense plutôt pour cette troisième hypothèse, que ça soit les deux à la fois, mais je reviendrai dessus dans un instant. Alors, si vous voulez, pour essayer de bien faire comprendre ce problème qui est assez difficile, eh bien, on peut faire une analogie, si vous voulez, entre l'Amérique du Nord et New York. L'Amérique du Nord, elle existe indépendamment de l'homme. C'est-à-dire que même si on ne l'avait pas découverte, Christophe Colomb ou les Vikings, ou même Astérix, puisque dans Astérix, il me semble qu'il y a un épisode où il découvre l'Amérique, l'Amérique du Nord existerait même si on ne l'avait pas découverte. D'accord? Par contre, New York, elle, a été créée par l'homme et donc n'existerait pas sans nous. Donc vous voyez la différence qui existe entre l'Amérique du Nord et New York. Et donc c'est une différence entre deux vues des mathématiques, entre la vue des mathématiques créées par l'esprit humain et la vue des mathématiques qui préexistent, qui sont universelles et les mêmes aux quatre coins de l'univers. Alors, entre parenthèses, et ça relève presque de la science-fiction, vous me pardonnerez pour cela, mais comment avoir une réponse à cette interrogation? Eh bien, une solution, peut-être, serait justement la rencontre d'intelligences extraterrestres. Si tant est, évidemment, d'une part, que la rencontre soit possible, pour des raisons de distance évidentes, mais aussi parce que bien souvent, les rencontres entre des civilisations plus avancées et des civilisations moins avancées se terminent en général assez mal. Et si cette rencontre était possible, et si ces hypothétiques extraterrestres utilisaient les mêmes outils que nous pour décrire la réalité, eh bien ça voudrait dire que les mathématiques sont universelles et indépendantes de l'homme. Par contre, si eux faisaient autrement, à titre d'exemple, peut-être n'utiliseraient-ils pas les nombres entiers, les nombres tout court, ce qu'on appelle des nombres. On peut se demander comment on pourrait faire sans les nombres, mais bon, on n'a pas une science infuse. Donc, cette rencontre nous permettrait peut-être d'avoir un éclairage sur cette question. Alors, je disais à l'instant que ma position, pour moi, était un petit peu intermédiaire entre les deux. Je pense aujourd'hui que les mathématiques, en fait, existent indépendamment de l'homme pour ce qui est de certains fondements, par exemple les nombres entiers, justement, et qu'ensuite, le mathématicien, eh bien, à partir de ces fondements, crée de nouvelles choses. Un petit peu comme, si vous le voulez, en chimie. En chimie, dans l'univers, il y a à peu près une centaine d'atomes différents. Il y a des molécules aussi, assez évoluées. Et puis, l'homme, par son industrie, eh bien, crée des molécules beaucoup plus complexes qui n'existent pas dans la nature. Eh bien, on peut voir une telle interprétation des mathématiques de nature chimique, si vous voulez. Il existe des outils fondamentaux, naturels, platoniciens, et puis l'homme, à partir de là, va créer de nouvelles choses. Alors, évidemment, vous pourriez me dire, si le mathématicien explore un univers platonicien des mathématiques, eh bien, il faut nous dire où est cet univers platonicien, d'accord? Alors, évidemment, je n'ai pas la réponse à la question, sinon je serais bien malin,
Mais par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est que cette question de savoir où sont les mathématiques si elles sont ailleurs, eh bien, cette question n'est pas plus embarrassante que celle de savoir où est l'univers. Je ne sais pas si vous êtes déjà penché sur cette question, de savoir où est l'univers. Alors c'est une question qu'on ne se pose pas en physique parce on considère qu'elle n'est pas raisonnable, mais c'est une question qu'on ne peut pas se poser. Et donc, de savoir où sont les mathématiques ou de savoir où est l'univers, ce sont deux questions qui sont aussi embarrassantes l'une que l'autre. Et cette question, elle est pertinente aujourd'hui. Donc on peut se dire que l'autre question est de même nature. Alors, donc ça c'est un sujet de philosophie très important et qui a finalement des conséquences sur la... Ouais, je ne sais pas si je dois le dire maintenant ou si c'est pas un petit peu compliqué, mais si vous voulez, cette interrogation, elle a des conséquences sur la nature de la réalité elle-même. Parce que si les mathématiques sont aussi efficaces que cela pour décrire la réalité, eh bien, il y a peut-être une explication possible, c'est que la réalité soit elle-même mathématique. C'est-à-dire qu'au lieu d'être fait de particules élémentaires, dont on ne sait pas de quoi il s'agit en réalité, qui résident dans l'espace et le temps, on ne sait pas ce que c'est que l'espace et le temps, eh bien, nous sommes peut-être en fait des êtres conscients qui sont résidents en fait dans le corpus des mathématiques. Et donc ça, c'est une approche qui existe aujourd'hui dans le domaine de la cosmologie. On imagine que la réalité dans laquelle on est peut être uniquement mathématique. Enfin bon, ça c'est une... Très ésotérique. C'est ésotérique et conjectural, bien évidemment. Mais entre parenthèses, c'est un problème général dans le domaine des hypothèses qu'on formule comme ça en physique, c'est qu'il faut qu'elles soient réfutables. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse les confronter à la réalité, à la mesure. Et donc là, cette prédiction là, de la nature mathématique de la réalité, il faut savoir si elle est vraie et donc la confronter à de l'expérience, qui n'est pas forcément triviale. Alors, donc, sur l'écran précédent, on a vu que les mathématiques, c'était finalement le langage avec lequel le physicien a donc allé écrire, alors est-ce qu'il invente encore une fois, ou est-ce qu'il explore les lois de la nature sous la forme mathématique. Mais une fois que ces formules sont écrites, eh bien, on va essayer d'en tirer plus de choses. Et il faut se souvenir d'une citation de Heinrich Hertz au XIXe siècle. Il avait le sentiment, Heinrich Hertz, que les formules qu'il écrivait, que ses collègues physiciens, mathématiciens, etc. écrivaient, il avait l'impression que ces formules étaient plus intelligentes qu'eux. Alors, ça peut paraître étrange comme affirmation, mais ce qu'il voulait dire par là, qu'on pouvait en extraire plus de choses qu'on avait pu y mettre à l'origine. Alors, si vous me permettez, je vais vous donner 3 exemples concrets de cela, de prédictions qu'on va pouvoir faire grâce aux mathématiques et qui vont nous montrer que les formules sont finalement plus intelligentes que les physiciens. La première, c'est celle-ci. Donc, je pense que vous reconnaissez une représentation un peu grossière du système solaire, donc le plan de l'écliptique, le Soleil, Pluton qui est incliné par rapport au plan de l'écliptique. Les progrès au niveau de la physique se font, comme je le disais tout à l'heure, par l'observation et la mesure, et par l'amélioration des appareils d'observation et des appareils de mesure. Alors, au milieu du XIXe siècle, le système solaire n'était pas connu dans son intégralité, et il était décrit à la fois par l'observation, donc par les lunettes astronomiques, et par ce qu'on appelle les équations de Newton, ces équations de Newton qui m'ont permis de calculer cette représentation. D'accord ? Alors, je ne vais pas décrire les équations de Newton, peu importe. Donc, ces équations nous permettent de représenter le système solaire comme vous l'avez actuellement sous les yeux. Donc, au milieu du XIXe siècle, on ne connaissait pas, en particulier, Uranus, Neptune et Pluton. Et, au milieu du XIXe siècle, il y avait une petite disparité entre les observations avec les lunettes astronomiques et les mesures et les calculs que l'on pouvait faire avec les équations de Newton. Alors, ces disparités étaient infimes, mais suffisamment importantes pour qu'elles posent problème. Alors là, il y a 2 possibilités dans ces circonstances. C'est soit, première possibilité, de renoncer au contexte mathématique, dans le cas présent des équations de Newton, et de mettre autre chose à la place, ce qui n'est pas forcément évident puisqu'elle marchait quand même assez bien, ou bien de faire ce que Galilée avait déjà énoncé quelques décennies, quelques siècles avant, qui était la chose suivante. Pour lui, pour Galilée, les lois de la nature, les lois mathématiques de la nature, elles étaient les bonnes. Et il se pouvait que de temps en temps, elles soient en contradiction avec l'évidence, avec les apparences. Exemple concret. Vous savez tous, on apprend tous au lycée que tous les corps tombent de la même façon. Que je lâche une plume ou un morceau de plomb, c'est la même description mathématique. Donc la distance parcourue est proportionnelle au carré du temps.
Mais vous savez que ce n'est pas vrai non plus. Puisque si je prends, alors je ne vais pas le faire évidemment, si je prends la bouteille d'eau qui est là, puis la serviette qui est en dessous, si je les lâche toutes les deux, la serviette va arriver après la bouteille d'eau par terre. Par contre, sur la Lune, les astronautes d'Apollo se sont amusés évidemment à faire l'expérience, et effectivement, tout tombe à la même vitesse. Alors pourquoi est-ce que sur la Terre ça ne marche pas? Tout simplement parce qu'on néglige la résistance de l'air. Et donc, les lois de la nature mathématiques, donc proportionnalité de la distance au carré du temps, c'est une loi correcte mathématiquement, mais qui n'est pas nécessairement vérifiée systématiquement, expérimentalement, quand on ignore le contexte complet. Alors, c'est ce qu'a fait Urbain Le Verrier en 1846. Il a considéré que les équations de Newton étaient bonnes et que le contexte n'était pas complet. Et donc, il a rajouté dans le système solaire une planète, qu'on appelle aujourd'hui Uranus, et il a pu, par le calcul, donc grâce aux équations de Newton, prédire la position avec laquelle on pourrait l'observer à une certaine date. Et cette prédiction a ensuite été vérifiée, évidemment, expérimentalement. Alors malheureusement, cette démarche là, qui a consisté finalement à modifier le contexte en gardant les équations, ça n'a pas toujours marché. Ça n'a pas toujours marché parce que peu de temps après, on a observé ce qu'on appelle l'avance de périhélie-Mercure, c'est-à-dire que les axes, vous savez que les planètes décrivent approximativement des ellipses, donc qui ont un grand axe, et que ce grand axe tourne au cours du temps. Et donc le calcul de l'avance de l'axe de Mercure, fait grâce à la mécanique newtonienne, ne correspondait pas, là aussi, avec les observations. Alors, certains ont essayé de faire ce que Le Verrier avait fait précédemment, c'est-à-dire de rajouter une planète dans le système solaire, etc. Ça n'a pas marché. Et il a fallu entendre, en fait, 1915, Albert Einstein, lorsqu'il a publié la théorie de la relativité générale, pour qu'on puisse comprendre mathématiquement l'avance de périhélie de Mercure. Alors donc ça, c'est l'occasion de parler une seconde d'Albert Einstein. Albert Einstein, vous savez que c'est certainement le grand nom de la physique, même pas uniquement du XXe siècle, hein, qu'on ait connu sur la Terre. Vous savez qu'on lui doit l'effet photoélectrique, donc c'est la base de la mécanique quantique, on lui doit l'étude du mouvement brownien, on lui doit la relativité restreinte, on lui doit la relativité